Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour une série de vidéos sur Board Game Geeks, alias BGG, qui est une mine d'or d'informations pour les jeux de société, mais qui peut paraître un peu austère. Donc on va voir ce que c'est et comment l'utiliser à travers 4 vidéos. La première vidéo va concerner la présentation du site, avec une focalisation sur la page d'un jeu. La seconde va concerner l'espace membre, où vous allez pouvoir gérer votre collection par exemple. Et la troisième, les souscriptions, qui est un outil très puissant pour être au courant des nouveautés. La dernière, donc la quatrième, va s'orienter sur les geeklists, qui est un outil communautaire intéressant et plutôt méconnu. Juste avant de commencer, une petite phrase pour remercier Nicotube qui nous a partagé sur le Discord toutes ses connaissances sur Board Game Geeks, ce qui m'a permis de m'y intéresser et de mieux en comprendre l'utilité. C'est aussi l'objectif de cette vidéo, vous faire découvrir un outil communautaire qui est très très puissant. Donc tout d'abord, qu'est-ce que BGG? Board Game Geek, c'est la référence internationale en matière de jeux de société. Ce qui signifie que vous avez énormément de contenu, certainement le contenu le plus important autour des jeux de société. Mais cela veut dire aussi qu'il y a une multitude d'informations, parfois en langue étrangère. Mais pas de panique, si la langue de Shakespeare c'est pas votre allié, vous y trouverez quand même une grande partie du contenu en français, ou en tout cas facilement accessible, et avec cette vidéo, vous allez réussir à vous orienter, à trouver les informations qui vous intéressent. Alors quand on arrive sur la page d'accueil de Board Game Geeks, donc je vais souvent l'appeler BGG par facilité, ça fait un peu peur, il y a beaucoup d'informations, c'est pas trop quoi faire. Moi, je vais pas parler de cette page d'accueil que je trouve pas forcément non plus très pertinente, j'utilise très peu. Je vais plutôt partir d'un autre point de départ que vous avez peut-être déjà consulté, qui est la page d'un jeu. Que votre porte d'entrée soit votre moteur de recherche tel que Google ou depuis la barre de recherche du site qui se trouve ici, vous allez pouvoir facilement accéder aux informations d'un jeu de société. Alors pour l'exemple, je vais prendre le nom d'un jeu qui a été localisé afin de vous montrer qu'on peut faire des recherches avec le nom français d'un jeu. Donc, et pour vous montrer plusieurs choses sur une même page, je vais chercher un jeu qui est connu et qui propose beaucoup de contenu, donc d'extensions, etc. Donc j'ai choisi Ernst End Air Nouvelle. Donc vous voyez là, si j'écris Ernst End, je vais avoir toutes les informations, enfin tous les jeux, les extensions qui existent. Donc il y a même des promo packs, voilà. Ici on a The New Age qui est le nom anglais du jeu. Par contre, si je ne suis pas au courant, je peux quand même écrire R, voilà, et ça va me filtrer le résultat pour afficher Air Nouvelle. À noter que l'accent n'a pas d'importance. Vous voyez, même les 2 points, on s'en fiche. Je peux écrire avec accent ou sans, ça fonctionne. Je pourrais également écrire que le nom, le deuxième nom du jeu, mettre Air Nouvelle. Hop. Et vous voyez, il y a du coup Hanson, on le trouve toujours, et il y a également Paléo, une nouvelle ère. Donc voilà, il a inversé les mots. Voilà. C'est un outil très puissant qui va réussir à vous trouver les informations sans souci. Donc quand je clique dessus, j'arrive sur cette page, et comme vous pouvez voir, c'est le nom anglais qui est affiché. Parce que toutes les informations sont liées en fait à un seul jeu, qui est en général le jeu en anglais. Donc sur cette page-là, vous allez trouver toutes les informations du jeu. On retrouve la date de publication ici. Alors attention, c'est la date de publication en anglais du jeu. On va voir un peu après où trouver la version française. On a la rapide description du jeu, on a le nombre de personnes qui ont noté le jeu, le nombre de personnes qui ont émis un avis, et le gros chiffre que vous voyez là, qui est probablement le plus intéressant, c'est la moyenne des notes des joueurs. Donc c'est vraiment communautaire, donc ça veut dire que parmi les 2600 votes qu'il y a eu, 8,5 est la moyenne. Donc c'est vraiment une très bonne note pour ce jeu. Globalement, vous pouvez vous dire qu'au-dessus de 7, c'est un bon jeu. Et en dessous, personnellement, moi je passe souvent mon tour. Ça m'empêche pas de m'intéresser au jeu et de regarder un peu, mais je garde cette information en tête, qui est quand même une information très intéressante, de savoir si les personnes ont aimé ou non le jeu. En dessous, on va retrouver le nombre de joueurs. Alors ici, c'est la version communiquée par l'éditeur, et en dessous, vous voyez, on a
les informations de la communauté. Donc en l'occurrence, la communauté est d'accord avec l'éditeur, c'est bien de 1 à 4, et la meilleure configuration, c'est à 2 joueurs. Si on clique dessus, on va avoir toutes les informations relatives au nombre de joueurs. Quand c'est surligné en jaune, c'est que c'est tout simplement celui qui a le plus de pourcentage dans cette case. Donc là, on voit qu'un joueur s'est recommandé et il y en a quand même quasiment un joueur sur 3 qui considère que c'est la meilleure configuration. On voit qu'il y a une grande partie qui considère que c'est quand même à 2 que c'est le plus amusant. Et on voit que c'est quand même un peu partout un jeu qui est recommandé quelle que soit la configuration. De ce que j'ai pu voir, c'est quand même assez rare, donc c'est-à-dire que l'éditeur a aussi fait, enfin l'éditeur et l'auteur, et les auteurs ont fait quand même un bon travail là-dessus, ils ont bien défini pour quelle personne c'est recommandé. Donc si vous êtes un joueur solo, souvent ça va être intéressant de regarder cette information-là. Là, il y a beaucoup de votes, ça permet quand même d'avoir une idée plutôt fiable de si le jeu est bon ou non en solo. Si vous voyez qu'il y a 80% non recommandés en solo, bon, ça vaut peut-être pas le coup de s'y lancer. Ensuite, alors vous pouvez vous-même noter ici en cliquant sur le vote. Alors, je précise que je suis connectée avec mon compte, ce qui me permet d'avoir des fois des informations, des actions que vous n'avez pas forcément si vous n'êtes pas connecté. Mais globalement, toutes les informations qui sont affichées ici sont accessibles, même sans avoir de compte. Donc nous avons le temps de jeu, l'âge recommandé, et nous avons le weight, le poids d'un jeu. C'est en quelque sorte la complexité d'un jeu. Donc dans quelle mesure ça va être difficile de prendre en main le jeu, les règles. Ça va regrouper un peu tout ça. Donc là on voit 3 sur 5, on est sur un jeu plutôt initié on va dire. Donc là pareil, on peut voir combien de personnes ont voté pourquoi. Globalement, si vous êtes en dessous de 1,5, vous allez plutôt être sur des jeux d'ambiance. Entre 1,5 et 2,5, vous allez plutôt avoir des jeux accessibles. 2,5 à 3,5, vous avez des jeux initiés. Et au-delà, sont des jeux experts qui demandent plus d'attention, de réflexion. En dessous, on retrouve les noms alternatifs du jeu, dont le jeu en français. Hop, on retrouve ici. Pardon, là, hop, voilà. Nous avons aussi toutes les informations sur les auteurs, donc c'est les designers, les illustrateurs, artistes et les éditeurs qui ont travaillé sur ce jeu. Vous pouvez avoir tous les crédits qui sont qui concernent le jeu. En dessous, vous avez votre vote. Donc moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, donc j'ai mis 9. On a plusieurs boutons en dessous. Alors, Buy a Copy, c'est pas très intéressant pour nous, c'est surtout, je pense pour les Américains, en fait, ça va indiquer où est-ce qu'on peut acheter le jeu, mais la communauté française n'est vraiment pas là-dessus, on est plus sur Le Bon Coin, Vinted, Ocaseo, qui vont nous permettre de revendre les jeux. Par contre, si vous cherchez un jeu qui est rare en anglais, ça peut être une solution pour trouver ce jeu. Ensuite, on a là une fonctionnalité qui est assez récente sur BGG, qui est Sleeve It. En fait, ça va nous indiquer quelles cartes a le jeu et en quelle quantité. Donc, vous voyez, là, on est sur des cartes standards de 63 par 88, et il y a 463 cartes de ce format-là. Et en dessous, vous allez avoir voilà, des suggestions de sleeves si vous n'avez pas trouvé votre favori. Je pense que c'est des liens affiliés et qui ne sont pas forcément pertinents pour nous Français, parce que ça va plutôt être, en général, vous voyez c'est en dollars, donc ça va plutôt être aux États-Unis. Et nous, si on achète des produits aux États-Unis, ça va nous coûter très très cher en frais de port et potentiellement de douane. Ensuite, alors vous pouvez, normalement c'est un bouton, je crois qui est bleu, pour ajouter à la collection. Moi, j'ai déjà fait, donc il est dans ma collection. Quand vous allez, hop, cliquer dessus pour ajouter dans votre collection, vous allez avoir ces informations. Donc là, vous pouvez choisir la version. Alors moi, j'ai pas pris la peine de le faire, mais si vous le faites, vous pouvez le faire. Bah, hop, tiens d'ailleurs, si je change, voilà, bah, parfait. Vous pouvez du coup mettre votre note. Donc moi je trouve que c'est un jeu très bon encore une fois. Si vous le détenez, si vous l'avez actuellement, donc on, si vous l'avez eu précédemment,
Vous avez bon alors les autres je les trouve pas forcément très intéressants. Pre-ordered, si vous l'avez précommandé et wishlist si c'est, un jeu, que vous souhaitez avoir. Ça permet de garder une trace. Vous avez également d'autres informations là, combien vous l'avez acheté, la quantité je vois pas trop, si vous avez 10 fois le même jeu peut-être? La date d'acquisition et cetera. Bah, tout ça c'est pas obligatoire. À noter, que aucune information ici n'est obligatoire. En fait, à partir du moment où vous cliquez sur «Ajouter à ma collection», vous pouvez directement sauvegarder sans ajouter d'informations, supplémentaires. Logplay, pour tous ceux qui veulent tracer leur partie, ça va vous permettre, voilà, d'ajouter une partie, quel jour, vous l'avez faite. Donc comme on peut voir, nous sommes le 1er janvier 2024. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Et voilà, donc les informations que vous pouvez avoir, pour votre partie. Hop. Ça c'est, si vous êtes fan, du jeu, voilà, pour le mettre en favori. Et là, vous avez une option pour, souscrire, donc ça c'est on le verra dans une prochaine vidéo. C'est, un outil qui est très intéressant, mais je vais pas rentrer, en détail, directement dans cette vidéo, sinon elle risque d'être vraiment trop longue. En dessous, donc on a encore, plein d'onglets. Alors, si on revient sur, la page principale, celle sur laquelle vous allez arriver quand vous arrivez, sur cette page, enfin sur l'information du jeu. Donc vous allez retrouver, les photos qu'on va voir également un peu après, la description du jeu. Parfois, il y a également des liens officiels vers, l'éditeur ou autre. Sur le côté, vous avez le type de jeu, la catégorie, les mécanismes principaux, qui sont en anglais, mais en fait, on a tendance à utiliser beaucoup de termes anglais pour parler des mécanismes de jeu. Donc deck building, vous l'avez ici. Cooperative game, on l'a aussi. Hand management, c'est la gestion de mains, de cartes. Voilà, vous avez quand même plusieurs informations que vous pouvez retrouver assez facilement, enfin, faire la traduction assez facilement, on va dire. Voilà, et vous avez une information aussi qui est très intéressante, surtout si, comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, c'est la dépendance à la langue, c'est-à-dire est-ce que le jeu peut être joué sans avoir une grande connaissance dans le jeu. Donc là, par exemple, ça met que dans le jeu, le texte est modéré, qu'il y en a, voilà, il n'y en a pas non plus une tonne, donc ça peut fonctionner, même sans avoir une grande connaissance dans le jeu. Vous avez plusieurs niveaux qui sont affichés. Des fois, ça va être quasiment, enfin, que des icônes, donc vous n'avez pas besoin de maîtriser la langue. Parfois, il va y en avoir un petit peu, moyennement. Il y en a beaucoup, et parfois, c'est injouable si vous n'avez, si c'est dans une autre langue que la sienne. Donc notamment par exemple Etherfield, qui est un jeu narratif avec beaucoup de textes. Si on n'est pas bilingue, enfin moi je me verrais vraiment pas jouer à Etherfield en anglais par exemple. Ça me prendrait beaucoup trop de temps de réflexion. Donc ça c'est vraiment une information qui est très intéressante et alors je sais pas si elle est récente, mais en tout cas il y a peu de gens qui la connaissent. Donc après en bas on retrouve voilà, des informations. Ensuite ici, nous avons donc tous les notes et les avis. Alors là, vous allez avoir toutes les notes, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Donc vous pouvez sélectionner dans le filtre ici, uniquement afficher ceux qui ont des commentaires. Ça vous permet d'arriver sur cette page-là. Alors malheureusement, ou non, je ne sais pas, la plupart des avis sont en anglais. Il y en a peu en français, et en plus on ne peut pas filtrer dessus. Par contre, il y a une option qui est disponible dans tous les navigateurs à ma connaissance, qui est, vous voyez en haut, à côté de la barre de recherche ici, vous avez une petite icône euh, avec un A qui permet de traduire la page. Donc vous sélectionnez anglais, français, hop, traduire, et ça va vous traduire la page. Alors là, ça ne m'a pas traduit. Ah bah tiens. Donc là, j'utilise Firefox. Firefox n'arrive pas à traduire le message. Par contre, si vous utilisez Chrome ou Edge, vous allez avoir la traduction également du texte. Effet démo. Et après, si vous voulez l'enlever, parce que ça marche pas toujours très bien, vous recliquez dessus et vous cliquez sur afficher la page d'origine. C'est exactement le même fonctionnement sur Chrome ou Edge. Voilà pour la partie avis. Ensuite, vous avez la partie forum. Donc là, c'est vraiment toutes les informations que la communauté peut partager.
C'est un peu fouillis, à mon sens. C'est quasiment exclusivement en anglais, mais vous pouvez quand même trouver des informations qui sont très intéressantes. Donc déjà, vous avez des avis un peu plus détaillés que ce qu'on a avant. Vous allez avoir des questions sur les règles. Donc si vous cherchez une information sur une règle, vous allez peut-être trouver l'information ici. Vous avez également des news, donc ça c'est plus officiel, et les informations sur du crowdfunding par exemple. Voilà. Moi c'est pas vraiment un onglet que j'utilise, mais ça peut plaire à plus de personnes. D'ailleurs je vois qu'on peut mettre en vue compacte pour voir plus d'informations, c'est peut-être plus facile à lire. Ensuite on a les images qui ont été mises à disposition pour le jeu. À noter qu'ils ne sont pas tous libres de droit. Donc là, en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez les différentes licences et vous pouvez sélectionner. Alors, je ne sais pas si c'est une fonctionnalité qui est beaucoup utilisée par les éditeurs. Alors, Commercial Use, c'est quand même un peu particulier, je pense. Mais bref, la plupart du temps, voilà. Vous avez pas mal de photos et méfiez-vous si vous les utilisez. Alors, en général, quand c'est les éditeurs, enfin des images comme ça, en général, il n'y a pas de souci, c'est pour parler de leur jeu. Bien sûr, si c'est pour reprendre des images, pour faire un nouveau jeu ou je ne sais quoi, voilà, c'est pas prévu pour en tout cas. Ensuite, vous avez les vidéos. Donc toutes les vidéos qui ont été publiées, des reviews, des parties, des tutos, des interviews, des unboxings. Bon, humour, je sais pas s'il y a beaucoup humour, j'ai des doutes. Et aux heures, je sais pas trop ce qu'on peut avoir. Bon, je ne sais pas. Et vous pouvez choisir la langue ici pour pouvoir filtrer. Bon, là, il n'y a pas de vidéo en français pour ce jeu, étonnamment. Donc vous en avez en anglais, voilà, en allemand. Donc ça permet quand même déjà de filtrer un peu ce que vous voulez. Ensuite, un onglet qui est, à mon sens, très intéressant, c'est l'onglet des fichiers. Donc c'est tout ce que les personnes vont mettre à disposition. Donc ça peut être des personnes de la communauté, mais également des éditeurs, des auteurs, qui vont partager ici des fichiers qui vont être du coup accessibles à tous. Des fois, ça peut être des règles dans une autre langue, fan-made. Ça peut être des histoires, des scénarios, des plateaux différents. Par exemple, pour Hit, il y a des plateaux fan-made. Ça vous permet de les récupérer, de pouvoir y jouer avec. Vous pouvez retrouver plein d'informations ici. Vous voyez par exemple qu'ils ne sont pas tous en français ou en anglais, vous en avez en espagnol. De la même manière, vous pouvez filtrer ici. Ensuite, vous avez la page des statistiques. Bon, à mon sens, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Si jamais vous cherchez une information précise, vous pourrez la trouver probablement ici. On a ensuite les versions, donc on les avait vues tout à l'heure en cliquant sur les noms alternatifs. Et ici, vous pouvez voir, vous pouvez cliquer dessus et vous avez d'autres informations qui sont liées à la localisation. Donc là, par exemple, on voit que c'est Matago qui a fait cette localisation. On a également le poids, 2,86 kg, un petit bébé, voilà. La date de sortie, comme vous voyez, donc là on est en 2023 pour la version française contre 2019 pour la version anglaise. Ensuite, vous allez avoir les extensions pour ce jeu. Je crois qu'ils sont que en anglais. Enfin, après, c'est voilà, la même manière que pour le reste. Si vous cliquez sur une extension et qu'elle existe également en français, vous allez pouvoir trouver la version. Ça fonctionne exactement. Oups, ouais, c'est ça. Ça fonctionne exactement de la même manière. Si on va dans version. Non. Ah, si, là. Ah, tiens. Ah, bah, je crois qu'ils sont un peu en retard. En tout cas, c'est prévu. On voit qu'il y a une version qui est prévue pour cette extension. Ok. Hop, je reviens en arrière. My Game, donc ça c'est les copies qu'on a, c'est notre collection. On peut trouver les nombres de jeux qu'on a fait. Donc là forcément il faut avoir un compte pour avoir accès à ça. Shopping, c'est comme où est-ce qu'on peut acheter le jeu, pas très intéressant pour nous. Et ensuite vous avez ici d'autres liens, d'autres onglets, mais voilà, pas forcément non plus intéressant. Donc voilà pour cette page. Donc avec ça, vous savez comment utiliser cette page, que vous allez, je pense, souvent avoir l'utilité. J'espère que vous avez trouvé quelques petits trucs, même si vous le connaissez bien. Et pour ceux qui en avaient peut-être un peu peur, j'espère que ça vous a permis un peu de vous familiariser avec ce site, qui est vraiment une perle en termes d'information, mais qui est un peu difficile à prendre en main.
Alors maintenant que vous connaissez un peu mieux ce qu'il est possible de voir sur cette page, je vais rapidement vous parler de la recherche avancée. Ça va être assez bref, ça peut vous être très utile pour trouver une liste de jeux particulière. Alors c'est en anglais, vous allez voir, c'est assez simple. Donc le titre d'un jeu. Vous pouvez également rechercher par rapport à l'auteur, à l'éditeur. Étonnamment, il n'y a pas d'illustrateur, je viens de me rendre compte. Vous pouvez choisir la date de sortie. Donc vous pouvez mettre la date l'année minimum, l'année maximum. L'âge minimum d'un jeu, donc si vous voulez tous les jeux de plus de 14 ans, bah, vous mettez 14 ans ici. Les notes moyennes données par les utilisateurs. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, tout à l'heure, moi j'évoquais que en dessous de 7, je m'intéressais pas spécialement au jeu. Donc je peux dire de 7 à 10. Et on peut renseigner un nombre minimum d'utilisateurs qui ont voté pour, enfin, qui ont mis une note pour ce jeu. Parce que s'il y a un utilisateur qui a mis 10, bah, ça va fausser les notes. Globalement, sur les jeux experts, oui, il faut au moins 100 votes, je dirais. Mais méfiez-vous parce que il y a quand même moins de joueurs experts que familial. Donc forcément, il y aura moins de votes. Ensuite, vous avez la moyenne du poids de la complexité d'un jeu. Donc, ils remettent en rappel que 1, c'est léger et 5, c'est expert, entre guillemets. C'est lourd. Donc, vous pouvez mettre, on avait dit, donc si vous cherchez un jeu expert, globalement, c'est au-dessus de 3,5. Donc vous pouvez mettre de 3,5 à 5. Je crois qu'il me semble que ce champ-là n'est pas obligatoire, enfin vous pouvez en renseigner qu'un, et par défaut ça mettra la valeur maximum qui existe. Et là vous pouvez pareil de mettre à un nombre d'utilisateurs qui vont renseigner le poids. Autant pour les notes je trouve ça utile, autant pour le poids plus ou moins, parce que ça va être compliqué de choisir un nombre d'utilisateurs. Vous pouvez mettre 10 par exemple, mais globalement il n'y a pas non plus des centaines de personnes qui votent pour le poids d'un jeu. Filtrer par rapport à notre collection. Si c'est un jeu qu'on possède, qu'on a noté. Si c'est spécifique à un utilisateur. Si vous voulez voir la collection pardon, d'un autre utilisateur, bah, vous pouvez passer par ce moyen-là. Vous pouvez choisir de rechercher les extensions ou non. C'est assez souvent que je coche cette case pour ne pas avoir trop de résultats et ça me permet comme ça d'avoir que les jeux de base ou standalone. Donc là, ça va être le nombre de joueurs que vous voulez, donc la fourchette en fait. Si vous voulez un jeu purement solo, vous prenez 1-1. Là, vous allez vraiment avoir que les jeux solo. Vous pouvez choisir, donc normal c'est, par exemple on a vu Hansen tout à l'heure, dans ce cas-là il sera inclus, par contre si vous mettez exact, il ne sera pas dans la liste. Vous aurez uniquement les jeux purement solo comme Legacy of You, Warp's Edge, Final Girl, les jeux comme ça, qui sont vraiment spécifiques à un joueur. Donc c'est aussi très intéressant euh, de cocher cette option-là. Euh, le temps minimum de jeu et maximum. Moi, en général, les jeux qui durent plus de 3 heures, c'est non. Euh, déjà, moi, en général, les jeux que je cherche, c'est entre 45 minutes et 1 heure et demie, par exemple. Donc, on pourrait mettre entre 45 minutes et 1 heure et demie de jeu. Ensuite, vous pouvez choisir une catégorie. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut mettre hmm, on peut, on va mettre un jeu d'aventure, tiens. Tac. Alors, à gauche, c'est pour ajouter, à droite, c'est pour exclure de la recherche. Et après, du coup, vous pouvez choisir des mécaniques, on va dire deck building. Il est où? Deck pack building. Hop. Et je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Et je veux pas que ce soit un jeu Legacy. Voilà. On descend. Alors, ce domaine, c'est vraiment très global. Si vous avez coché les précédents, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que vous fassiez. Vous trompez pas de bouton. Reset, vous allez réinitialiser le formulaire. Et sinon, vous cliquez sur Submit et vous allez avoir tous les résultats. Et ben en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai refait en mettant cette fois-ci, en excluant pas une catégorie.
parce que je pense que c'est pas forcément renseigné et du coup ça me donnait que deux résultats, ce qui n'était pas forcément ce que je cherchais. Alors que là j'en ai beaucoup plus, donc on les retrouve, hein, les différents jeux. Donc voilà pour la fonctionnalité de recherche avancée, ça peut vraiment être intéressant pour trouver des jeux spécifiques. Je vous dis à très bientôt pour le second épisode qui va concerner du coup l'espace membre. Après, on verra la partie Geeklist et également les souscriptions qui sont une partie très intéressante. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, amusez-vous bien.